On cite souvent l'introduction du Roi Lion, le plat de spaghettis de La Belle et le Clochard ou la balade en tapis volant d'Aladin et de Jasmine, mais l'une des plus belles séquences de l'histoire des studios Disney se trouve dans un film du début des années 2000 que beaucoup de spectateurs ont complètement oublié. C'est parti. Dans la grande et riche épopée des studios Disney, il y a eu des hauts et des bas. Des âges d'or et des périodes de vaches maigres, des décennies où les classiques se succédaient presque systématiquement et d'autres un peu plus compliquées où l'inspiration et les succès commerciaux se faisaient plus rares. Parmi les époques fastes du Royaume Enchanté, on peut par exemple citer les années 50 où Disney retrouvait enfin un public mondial après la guerre et enchaînait les chefs-d'œuvre comme Cendrillon, Peter Pan ou La Belle et le Clochard. On peut aussi évoquer les années 90 où les artistes de la compagnie étaient parvenus à amorcer une véritable renaissance, la première véritable étincelle de magie après la mort de Walt, en proposant à leur public des films tels que Le Roi Lion, Hakuna Matata, Aladin, La Belle et la Bête et de nombreux autres. Et puis, il y a eu les périodes intermédiaires, comme la Seconde Guerre mondiale, avec des productions hybrides et segmentées telles que Saludos Amigos ou Les Trois Caballeros, les années 70 et 80 où Walt n'était plus là pour guider ses équipes et où l'on trouve des films comme Taram et le chaudron magique ou Oliver et compagnie, et aussi les années 2000. Après une décennie enchantée, l'entrée dans le nouveau millénaire n'est pas de tout repos pour les studios de Mickey. Pour la première fois depuis leur création, près de 80 ans auparavant, ils ne sont plus en situation de monopole dans le monde de l'animation et se retrouvent contraints de partager le gâteau avec des nouveaux venus. Entre autres, la petite lampe de Pixar, qui a déjà signé des pépites comme Toy Story, Mille et une pattes et Monstres et compagnie, et le bonhomme dans la lune de DreamWorks, studio fondé par Jeffrey Katzenberg, qui a contribué à l'âge d'or des années 90 avant d'être évincé. On leur doit déjà des films comme Le Prince d'Égypte, Fourmise et bien sûr Shrek. Inventifs et dotés d'un regard neuf, ces jeunes concurrents bénéficient d'une arme particulièrement redoutable, l'animation par ordinateur, ou CGI, ou image de synthèse, appelez-la comme vous voulez. Pour entrer dans cette nouvelle danse, qui semble avoir commencé sans eux, les studios Disney vont donc tenter plusieurs approches, suivre différentes pistes et malheureusement, les déceptions commerciales vont se succéder. Pourtant, même si on la considère comme un passage délicat pour le navire Disney, la décennie 2000 n'est pas inintéressante, très loin de là. Elle recèle en réalité de nombreuses pépites qui gagnent à être redécouvertes avec le temps et même de vrais bijoux d'animation dont il serait bien dommage de ne pas profiter. En voici donc 5 qui sont tous disponibles sur Disney+ et qu'on vous recommande vivement de découvrir si vous ne les avez encore jamais vus. La planète au trésor. Réalisé par John Musker et Ron Clements, qui avaient précédemment signé Basile Détective Privé, La Petite Sirène, Aladdin et Hercule, La Planète au Trésor fait indéniablement partie de ces rutilants trésors cachés dans les années 2000. Injustement oublié par le grand public à sa sortie, mais véritablement remarquable à bien des égards, cette réadaptation de L'Île au Trésor de Robert Louis Stevenson, façon steampunk et space opéra, est une vraie réussite. Comme dans le roman original, on y suit les aventures du jeune Jim Hawkins, fasciné par les histoires des pirates de l'espace qui sillonnent son vaste univers, qui se voit un jour confier une carte menant vers le fameux trésor du capitaine Flint, et qui décide donc de partir à sa recherche en embarquant sur un prestigieux galion. Porté par l'exaltante partition de James Newton Howard, qui est sans doute le plus grand compositeur Disney de l'époque, et servi par une animation absolument spectaculaire, même si quelques effets numériques ont un peu souffert des années, le 43e classique des studios Disney possède un souffle d'aventure avec lequel il est difficile de rivaliser. Épique et éblouissant visuellement parlant, impeccable en termes de rythme, le film est également émouvant, notamment grâce à la belle relation d'amitié entre le jeune Hawkins, en manque d'une figure paternelle, et le cyborg John Silver. Plus de 2 décennies plus tard, et même si les livres d'histoire de l'animation ne prennent pas souvent la peine de l'évoquer, n'ayons pas peur de le dire, La Planète au Trésor est un vrai, grand Disney. Et pourtant, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car les studios Enchantés ont fait encore plus beau. Kuzco, l'empereur mégalo. Oh ouais. Pour chaque éclat de rire, il faut une larme, avait l'habitude de répéter Walt Disney à ses équipes d'animateurs. 40e classique d'animation du studio Enchanté réalisé par Mark Dindal à l'aube des années 2000, Kuzco l'empereur mégalo semble avoir complètement oublié la larme pour se concentrer exclusivement sur le rire. Car oui, même si chaque long métrage de Disney comporte forcément une bonne dose d'humour, celui-ci est le seul qui semble avoir été confectionné dans le seul et unique but de faire travailler nos zygomatiques.
Totalement différent des œuvres qui l'ont précédé et de celles qui l'ont suivi, Kuzco fait presque figure d'ovni dans l'histoire du studio. À l'origine pourtant, le film n'était pas du tout censé arborer ce look cartoonesque et adopter ce ton totalement déjanté. En effet, dans les années 90, après le succès d'œuvres comme La Belle et la Bête ou Le Bossu de Notre-Dame, les animateurs de Disney avaient pour projet de livrer au public une nouvelle fresque épique en s'intéressant cette fois-ci à la civilisation Inca. Chapeauté par le réalisateur du Roi Lion, le film avait pour nom Le Royaume du Soleil et devait s'inspirer du livre Le Prince et le Pauvre de Mark Twain. Mais à l'issue d'une production particulièrement houleuse, notamment marquée par d'importants désaccords entre les deux réalisateurs du film, le projet Kuzco a fini par prendre une toute autre voie. Regarde ce que je sais faire. Mais je ne vois pas le rapport avec la situation. Non, il a bon là. Même si les fans de Disney que nous sommes ne peuvent s'empêcher de se demander à quoi aurait ressemblé le fameux Royaume du Soleil, impossible de bouder son plaisir et de réprimer son rire face aux aventures givrées de l'empereur Inca, transformé en lama par son ignoble conseillère. Petite mention spéciale pour Kronk, doublé par l'excellent Emmanuel Curtil en version française, qui compte sans le moindre doute parmi les personnages les plus drôles de Disney. Le paysan à l'auberge. Il est parti sans payer. Et qui a d'ailleurs eu droit à son long métrage solo, l'excellent King Kronk, sorti directement en vidéo. Atlantide, l'Empire perdu. Réalisé par Kirk Wise et Gary Trousdale, un prestigieux duo qui avait déjà donné naissance à La Belle et la Bête et au Bossu de Notre-Dame, le 41e classique animé de la compagnie est porté par un véritable souffle d'aventure. Bienvenue dans la cité de l'Atlantide. Pendant 1h30, sur les traces de Milo et de ses exubérants coéquipiers, lancés à la recherche de la légendaire cité perdue de l'Atlantide, on traverse d'abyssales profondeurs océaniques, de gigantesques cavernes aux nombreux dangers, d'anciens temples perdus et d'antiques cités disparues. Monstres géants et créatures féroces seront de la partie pour nous offrir un périple archéologique palpitant, à mi-chemin entre les romans de Jules Verne et les aventures d'Indiana Jones. Passe devant, je te suis, parce que je ne sais pas du tout où on va. Parfois critiqué pour son animation, jugée trop grossière, Atlantide est néanmoins remarquable visuellement parlant, et notamment pour son utilisation de la lumière et des effets numériques. Précisons enfin que si le voyage en vaut vraiment la peine, c'est aussi pour la somptueuse bande originale de James Newton Howard, encore lui, qui l'accompagne. Un excellent cru donc, mais c'est pourtant dans un autre film que se trouve sans doute la plus belle scène Disney de la décennie. Lilo et Stitch. Pardon. Je m'appelle Stitch. Il était une fois, au fin fond du cosmos, un petit monstre issu de plusieurs expériences génétiques et doté d'un exceptionnel potentiel destructeur. Oh. Ayant échappé au grand conseil de la Fédération Galactique qui souhaitait se débarrasser de lui, il s'échoue sur la planète Terre, plus précisément sur l'archipel hawaïen, et encore plus précisément chez une adorable fillette nommée Lilo, élevée par sa grande sœur et rejetée par ses camarades. Bonjour. Bonjour. À mi-chemin entre le space opéra de science-fiction et la comédie familiale, ce petit conte n'est pas un Disney comme les autres. On y trouve en effet des personnages plus humains et plus ancrés dans la réalité que jamais. Loin des princesses et des héros mythologiques qui ont fait la gloire du studio durant la décennie précédente, Lilo et sa grande sœur Nani sont confrontés à des problèmes on ne peut plus pragmatiques. Gérer ses relations avec ses amis à l'école, trouver un travail ou encore affronter les visites des services sociaux par exemple. Bien sûr, il y a Stitch. Insupportable, incontrôlable, irrespectueux, impertinent, mais surtout incroyablement attachant. C'est ma famille. De par son look hors du commun, son adorable bouille et son inimitable voix, le petit extraterrestre est rapidement devenu l'une des nouvelles coqueluches de Disney, permettant à la firme de vendre une multitude de produits dérivés à son effigie. Waouh. Mais le petit extraterrestre n'est pas le seul personnage du film auquel on s'attache dès le premier coup d'œil, loin de là. Peut-être encore plus attendrissante que son alter ego de l'espace, la petite Lilo compte probablement parmi les héroïnes les plus mignonnes de l'histoire de Disney. Ils étaient en voiture et ce jour-là, il avait plu. Essayant tant bien que mal de surmonter le deuil de ses parents, testant sans arrêt l'autorité de sa grande sœur, elle saisit immédiatement le spectateur par son humour, par sa joie de vivre, par ses adorables expressions et bien sûr par son amour inconditionnel pour Elvis Presley, dont les chansons accompagnent en permanence la bande originale du film. Tournevis. Fantasia 2000. 60 ans après l'incontournable Fantasia, qui s'était donné pour but d'allier le pinceau des artistes Disney à la baguette de prestigieux chefs d'orchestre, les studios enchantés décident de mélanger une nouvelle fois animation et musique classique pour offrir un second volet à l'un de leurs films les plus célèbres. Ce nouveau long métrage, malheureusement assez souvent oublié, mérite pourtant toute votre attention.
On y trouve par exemple une nuée de papillons colorés qui doit faire face à un essaim de chauves-souris sur la 5e symphonie de Beethoven, un ouvrier du bâtiment new-yorkais qui rêve de devenir batteur de jazz sur un air de Gershwin, ou encore une équipe de flamants roses jouant au yo-yo sur le carnaval des animaux. Mais la plus belle pièce de ce concert animé, et peut-être même de cette décennie Disney, c'est sans le moindre doute la dernière, qui revisite avec splendeur et majesté l'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky. Ce segment d'une dizaine de minutes, beaucoup trop méconnu et d'une exceptionnelle puissance, a pourtant sa place parmi les plus belles séquences de l'histoire du studio, tout simplement. Parfois impressionnante pour les plus jeunes spectateurs, cette scène offre en tout cas à Fantasia 2000 un écho d'éternité et une somptueuse note finale. Bref, vous avez déjà vu et revu à de nombreuses reprises les longs métrages animés les plus célèbres des studios Disney, vous connaissez par cœur Le Roi Lion, Dumbo et les Aristochats, et vous n'avez encore jamais exploré la décennie 2000 du Royaume Enchanté? Vous savez donc désormais vers quel film vous tournez en priorité pour entamer ce nouveau voyage. Y a pas quelque chose qui brûle? Mes gougères aux épinards.